Bonjour à tous. Alors, nous voilà rendus au chapitre 3 de la mécanique, consacré aux aspects énergétiques. Alors, comme on l'a vu dans le chapitre 2, on peut traiter des problèmes de mécanique à l'aide des lois fondamentales de la mécanique newtonienne. Mais vous allez voir, on peut, à partir de ces lois, démontrer des théorèmes. Et ces théorèmes, alors, non seulement font appel à des nouvelles notions qui sont importantes dans la physique, donc c'est intéressant de les voir. Hein, vous verrez apparaître des nouvelles notions comme l'énergie, comme le moment cinétique, mais ça permet aussi parfois de traiter des problèmes plus simplement. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'à partir des lois de la mécanique, on peut reformuler ces lois en faisant appel à des concepts énergétiques. Donc nous verrons essentiellement trois théorèmes qui s'appliquent à la mécanique du point. Ces trois théorèmes, les voici: théorème de la puissance, théorème de l'énergie cinétique et théorème de l'énergie mécanique. J'essaierai à chaque fois de vous illustrer ces théorèmes sur un exemple. Commençons par le théorème de la puissance. Alors, il faut d'abord commencer par définir ce que c'est que la puissance mécanique d'une force. Alors voici la définition, hein, une force F qui s'applique sur un point M se déplaçant à la vitesse Vm développe une puissance instantanée, que je noterai P en majuscule. Donc instantanée, c'est-à-dire que la puissance peut dépendre du temps, et c'est un nombre qui correspond au produit scalaire entre la force et le vecteur vitesse de ce point, à l'instant t. Cette puissance instantanée est donc un nombre qui va s'exprimer dans le système international en watts, en hommage à James Watt. Notez une chose importante, c'est que évidemment la puissance dépend du référentiel, puisque la vitesse dépend elle-même du référentiel. Dans un problème de mécanique, vous avez des forces qui agissent sur un point ou sur un corps, et certaines forces développeront une puissance positive, d'autres négative, d'autres pas du tout. Alors, lorsque la puissance est positive, on dit que la force est motrice. Sur ma figure de gauche, vous voyez ici un système, ici un corps soumis à trois forces. Donc, ce corps ici glisse sur un plan incliné. Ben, vous voyez ici par exemple le poids est une force qui développe une puissance positive puisque le produit scalaire entre le poids et la vitesse est positif. L'angle entre les deux vecteurs est plus petit que pi sur 2. Donc on dira que le poids est ici moteur. En fait, effectivement, le mouvement est essentiellement dû au poids. Si la puissance est négative, la force est dite résistante. C'est par exemple ici ce qui se passe pour la force de frottement. Vous voyez ici, le produit scalaire entre f et la vitesse donne un nombre négatif, puisque l'angle entre les deux vecteurs est de pi. Donc la force, ici de frottement, développera une puissance négative. La force de frottement résiste au mouvement, c'est sa fonction de résister au mouvement. Enfin, si la force forme un angle droit par rapport à la vitesse, eh bien le produit scalaire est nul, donc la force ne développe aucune puissance. C'est ce qui se passe ici pour la force grand N, la réaction normale au support. Alors attention, hein, ne concluez pas que l'action normale ne sert à rien. Hein. L'action N sert à quelque chose. Elle empêche le solide de traverser le plan, bien sûr, hein, mais elle ne développe pas de puissance. Un petit exemple de calcul de puissance, il y a une unité qui est encore utilisée, mais qui est complètement désuète, hein, mais qui est le cheval-vapeur. On exprime par exemple la puissance d'une voiture en cheval-vapeur assez couramment. On peut lire ici ou là, telle voiture développe une puissance de 110 chevaux par exemple. Donc cette unité en fait est une ancienne unité qui a été introduite par James Watt et elle correspond en fait à la puissance fournie par un cheval qui soulève une masse de 75 kg à la vitesse de 1 mètre par seconde. Posons-nous la question, ben, combien vaut un cheval vapeur? Vous voyez, alors en fait, il faut imaginer un cheval qui tire ici une masse, avec ici un système de poulies. Donc le cheval développe une force de traction ici vers la gauche,
Et si on raisonne sur ce point de fixation, eh bien ce point se déplace à une vitesse constante, donc elle n'est pas accélérée, donc la somme des forces est égale à 0. Donc ce point, il subit deux forces, la force de traction du cheval et la force de tension de la corde. Cette force de tension qui se propage le long de la corde ici et qui se retrouve ici, et qui se retrouve à compenser le poids ici de 75 kg. Comme ce poids monte aussi avec une accélération nulle, V étant constant, eh bien la force de tension se trouve être égale au poids de 75 kg. Autrement dit, la traction ici du cheval, c'est le poids de 75 kg. Et comme cette traction se déplace, de son point d'application se déplace à une vitesse de 1 mètre par seconde, eh bien la puissance de la force de traction du cheval, c'est la traction fois la vitesse de son point d'application. La traction, eh bien, on a dit c'est le poids ici de 75 kg, donc m fois g. Et comme la vitesse c'est 1 mètre par seconde, eh c'est 75 fois 9,8 fois 1, et ça fait 736 watts. Donc un cheval vapeur vaut 736 watts. Si vous voulez convertir la puissance d'une voiture en watts, eh il faut juste utiliser ce facteur de conversion. Je vous donne quelques ordres de grandeur, justement. Donc vous voyez, vous prenez une voiture, la puissance que développe une voiture, c'est environ 100 kW. Comparé à un cycliste développe une puissance de l'ordre de 200 watts. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Vous comprenez l'intérêt de rouler à vélo si on veut économiser de l'énergie. Le TGV développe une puissance considérable de 9 MW. Donc le TGV, c'est le train grande vitesse français pour les étrangers. Hein. Alors ceci dit, un TGV transporte, je crois, à peu près 500 personnes. Hein. Donc ramené à une personne, évidemment, le TGV est plus intéressant que la voiture. Mais moins intéressant que le vélo. Avant d'en venir au théorème de la puissance, il nous faut définir une autre grandeur qui est l'énergie cinétique. Alors, un point, donc voilà la définition, un point matériel, m, en mouvement à la vitesse Vm, dispose d'une énergie cinétique, EC, égale 1 demi de mv2. 1 demi de la masse multiplié par le carré de la norme de la vitesse. Ou le carré scalaire du vecteur vitesse, c'est pareil. Vous voyez donc cette grandeur-là, elle est liée à la vitesse, et donc on l'appelle l'énergie cinétique. Cette énergie s'exprime dans le système international en joules par définition. Notez aussi que cette énergie dépend de l'observateur, puisque ça dépend de la vitesse. Et on peut aussi écrire l'énergie cinétique en fonction de la quantité de mouvement EC égale P carré sur 2m, puisque si vous remplacez P par mv, vous retrouvez 1,5 de mv2. D'accord. Donc en fait, voilà une autre formulation de l'énergie cinétique, P2 sur 2m. Alors venons-en au théorème de la puissance. Donc je vous l'énonce. Dans un référentiel galiléen, donc là c'est important, hein, dans un référentiel galiléen, vous ne pouvez pas l'utiliser si le référentiel n'est pas galiléen, c'est comme pour les lois de la mécanique, l'énergie cinétique EC d'un point matériel, j'insiste, ce que j'énonce ici ne fonctionne que pour les points matériels. Donc l'énergie cinétique EC d'un point matériel soumis aux actions FK, donc là je suppose qu'il y a plusieurs actions par exemple qui agissent sur le point matériel. Cette énergie cinétique obéit à la loi d'évolution suivante. La variation temporelle de l'énergie cinétique, c'est-à-dire la dérivée de EC par rapport au temps, c'est la somme des puissances, avec bien sûr EC égale 1 demi de mv2. Donc vous voyez, ça c'est simple à retenir. La dérivée de EC par rapport au temps, c'est la somme des puissances. Cette relation est une relation scalaire. Donc c'est une équation, contrairement au PFD qui correspond à trois équations, puisque le PFD est une équation vectorielle qui est projetée sur les trois axes. Donc vous comprenez que ce théorème contient moins d'informations que le principe fondamental de la dynamique. Pour la démonstration, je vous renvoie au pélécopier. Ce n'est pas le point le plus important. Donc, c'est intéressant d'aller voir la démonstration pour voir comment, à partir du PFD, on démontre ce théorème. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est plutôt comment on l'utilise et en quoi c'est intéressant.
Au passage, vous voyez, ce théorème me dit que finalement une énergie sur un temps, ben, c'est une puissance. Si on écrit l'équation dimension, on a donc 1 joule par seconde est égal à 1 watt. Ou si vous, d'accord, donc 1 watt égale 1 joule par seconde. Donc ça c'est important à retenir. Comment on passe des puissances aux énergies? Par définition, 1 watt c'est 1 joule par seconde. Alors, pour illustrer ce théorème, imaginez, vous jouez au hockey sur glace et vous tapez dans un palet avec une certaine vitesse et le palet va glisser sur la patinoire. Et on va supposer que la patinoire offre un peu de résistance quand même. Il y a une force de frottement, il y a un coefficient de frottement solide dont on a déjà parlé dans le chapitre précédent. Et je voudrais calculer la distance d'arrêt du palet, c'est-à-dire à bout de quelle distance le palet va s'arrêter. Alors là, vous voyez, typiquement, j'ai un problème que je peux traiter tout à fait avec le principe fondamental de la dynamique. Encore une fois, j'insiste, les lois de Newton suffisent à traiter tous les problèmes de mécanique. Pour cela, il faudrait que je fasse un bilan des forces. D'ailleurs, on peut le faire, c'est toujours bon de le faire, hein, le bilan des forces, de toute façon. Ici, j'ai 3 forces. J'ai le poids, j'ai une action de contact perpendiculaire au support, et comme il y a du frottement, j'ai une force de frottement tangente au support et qui s'oppose à la vitesse de glissement. Comme la vitesse est vers la droite, ici la force de frottement est vers la gauche. J'ai 3 forces, on pourrait écrire le PFD, il faudrait projeter ce PFD suivant les 3 axes et on aurait 3 équations. Il y aurait une équation qui serait intéressante, c'est celle que l'on obtient en projetant le PFD suivant un axe. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vous invite d'ailleurs à le faire, hein, c'est intéressant. Mais moi, je vais montrer qu'on peut très rapidement trouver la solution à ce problème-là uniquement en appliquant le théorème de la puissance. J'écris la dérivée par rapport au temps de 1 demi de mv2 est égale à la somme des puissances. Alors vous voyez ici, le poids et l'action n sont perpendiculaires à la vitesse. Donc ces deux forces ne développent aucune puissance. La seule force qui développe une puissance, c'est la force de frottement. Et comme cette force est opposée à la vitesse, le produit scalaire F scalaire V, c'est simplement moins FV. Donc la puissance de la force de frottement, c'est moins FV. La force de frottement, qu'est-ce qu'elle vaut? On a vu dans le chapitre précédent que quand il y a glissement, la force de frottement, c'est le coefficient de frottement mu fois la normale ici. Or, la normale, elle vaut mg, la normale, puisqu'il n'y a pas d'accélération verticale, donc n plus p égale 0. Donc en norme, n égale p. Donc je peux remplacer f par mu fois mg et j'obtiens moins mu mg. Alors vous voyez, j'obtiens une équation différentielle avec ici du v carré, mais ça simplifie. Si vous simplifiez par la masse ici, et ici, si vous simplifiez par v, parce que quand on dérive ici v carré, on va avoir 2v dv sur dt. Donc le v va disparaître. Le 2 va faire disparaître le 1,5, et il va me rester dv sur dt égale moins mu g. Donc oui, c'est assez simple. L'intérêt, c'est que j'obtiens ici une équation scalaire qui n'est pas très compliquée à obtenir, et j'obtiens une équation différentielle simple. Ici, moins mu g est une constante, donc c'est très simple d'intégrer la vitesse. J'obtiens tout simplement v de t égale moins mu gt plus une constante qui vaut v0, qui est la vitesse à t égale 0. Alors comment je trouve l'arrêt? Eh bien, il suffit juste de regarder à quel instant la vitesse vaut 0. Donc on trouve que le palais s'arrête à l'instant t0 égale v0 sur mu g. Et une fois que j'ai trouvé à quel instant le palais s'arrête, si je veux la distance parcourue, vous vous souvenez, il suffit d'intégrer la norme de la vitesse par rapport au temps. Donc j'intègre entre 0 et t0, v de t, c'est-à-dire que, alors intégrer v0 moins mu gt, c'est pas très compliqué, ça fait v0t à prendre entre 0 et t0, moins mu g fois t carré sur 2, à prendre entre 0 et t0. Donc voilà ce qu'on obtient. En remplaçant t0 par v0 sur mu g, vous trouvez v0 carré sur 2 mu g. Voilà la distance d'arrêt. Si vous connaissez la vitesse à laquelle vous lancez le palais et si vous connaissez le coefficient de frottement, vous pouvez
en déduire la distance d'arrêt. On peut aussi voir ça autrement, c'est qu'on peut aussi mesurer une distance d'arrêt et en déduire le coefficient de frottement. C'est une autre façon de mesurer le coefficient de frottement. Je remarque des choses assez évidentes, c'est-à-dire que vous voyez ici, plus le coefficient de frottement est grand, et plus la distance d'arrêt est petite. Par contre, ce que j'obtiens aussi, c'est que plus la vitesse est grande, plus la distance d'arrêt va être grande. Donc là, c'est logique, mais ce que je montre, c'est que si je double la vitesse, la distance d'arrêt va être multipliée par 4. C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons que quand on roule en voiture, si on double sa vitesse, il faut quadrupler la distance qui nous sépare des véhicules. Et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'intuition, mais effectivement, plus vous roulez vite, notamment sur autoroute, plus il faut vraiment mettre de la distance entre les véhicules pour éviter les collisions lorsque un véhicule s'arrête brutalement devant nous.